Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir avec Yoann Huget, Philippe Spanghero. Sommaire ce soir, un casting premium. Christian Califano, Antoine Astoy, Christophe Le Suc et Patrice Colazo sont nos invités jusqu'à 21h. Retour sur les barrages du top 14, la déception toulonnaise, le réveil rochelais, la maîtrise bordelaise et le naufrage du Racing. On se projettera sur les demi du week-end prochain, puis on reviendra sur le maintien in extremis de Montpellier et le possible départ de Patrice Colazo et de Vincent Etcheto, de Christian Labitte. On en parlera avec l'entraîneur de Montpellier dans un instant. Ce sera aux alentours de 20h40. Bienvenue à vous au standard de Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Christian Califano, bonsoir Yoann Huget et bonsoir Philippe Spanghero qui est avec nous, bien sûr. Salut Philippe. Salut à tous. Ça va Christian ? Impeccable, content d'être avec vous ce soir. Salut Philippe. Alors je suis content de retrouver tout le monde. Ça me rappelle les derniers mois qu'on a pu vivre ensemble et puis le beau gosse de cette émission, Yoann Huget. Bien sûr, mais on va quand même aussi saluer Quentin Cabanis qui est aux manettes. C'est pas moi le beau gosse de l'émission. Mais bien sûr, c'est toi le beau gosse. Et surtout, tu as toujours les dernières petites infos du jour parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses ce lundi. Exactement, François, côté beaucoup rugby. de choses. Oui, côté rugby et notamment la dernière news qui est tombée il y a peu de temps. D'après le Midi Libre, le manager du MHR, Patrice Colazo et ses adjoints Vincent Etcheto et Christian Labitte auraient appris aujourd'hui qu'il ne serait pas conservé par le MHR pour la saison prochaine. Oui, il sera avec nous 20h45, Patrice. On devra avoir la confirmation alors. Voilà, du coup. a priori. Fabien Galtier et le staff de l'équipe de France ont annoncé aujourd'hui la liste pour préparer la tournée d'été avec 19 nouveaux, dont Frisch, le futur Toulonnais, ou encore Tatafou, le Bayonnais, qui n'est pas encore officiellement français, mais qui pourra jouer notamment la première rencontre. On peut aussi noter la présence de nombreux U20 comme Baptiste Jonot ou Théo Atisogbe et également plusieurs joueurs plus expérimentés comme Serin, Couillou ou encore Jaminet. D'autres nouvelles avec des nouvelles concernant la blessure de Bentamé Founa qui est sorti blessé contre le Racing sur la victoire de l'UBB face au Racing 31-17. Il souffre au niveau de l'épaule droite, mais il pourrait quand même disputer la rencontre contre le Stade Français. On en saura plus dans la semaine. Et puis l'autre demi-finale, elle opposera vendredi Toulouse à La Rochelle. Ce sera à 20h15. Attention, horaire décalé à cause de l'équipe de France de football et de son match de l'Euro. Et puis la dernière news du week-end, c'est évidemment le maintien du MHR grâce à une victoire obtenue face à Grenoble 20-18. Ouais, et puis on a aussi un jeu, on a 2 places à gagner pour de l'aviron aux Jeux Olympiques, oui. Au centre nautique de Vers-sur-Marne. Voilà, si vous voulez assister aux JO Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vous pouvez aussi offrir votre aide à une personne en situation de handicap visuel. Eh bien, Sud Radio et le collectif Handicap Visuel vous offrent ces places pour assister donc à ces épreuves d'aviron. 2 places pour le 2 août. À Vers-sur-Marne, voilà, ce sont les JO. On vit sport sur ce radio. Quel numéro ? 0826 300 300. Ah bah oui, c'est ça, mais on l'oublie pas. C'est un piège. Christian Califano, vous n'avez pas le droit de téléphoner, je te le dis, Christian, attention. Encore ça a été, voilà. T'as pas été appelé pour la tournée aujourd'hui, Fabien Galtier? Non, j'ai pas eu cette chance, mais en tout cas c'est bien. Quand on voit la liste qui a été annoncée avec tous ces petits nouveaux, ça mène un vent de fraîcheur et puis c'est sympa, une petite tournée comme ça et puis se mettre en valeur, c'est toujours bon. On se rappelle, il y a quelques temps, ils étaient partis aussi avec un groupe qui était plus que remanié et des garçons avaient marqué énormément de points lors de cette tournée. Ouais, notamment en Australie en 2021. Et au Japon. Est-ce qu'il y a des noms, Yoann, qui t'ont surpris ou en tout cas qui ont retenu ton attention? Surpris non, parce qu'on a l'habitude avec Fabien Galtier qui fasse des pré-annonces. On a vu passer des noms dans la presse et tous ceux qu'il a dit sont là. Gaëtan, Atisombe, Jonot. Donc voilà, c'est les garçons qu'on a envie de voir en tout cas à ce niveau-là. Pour savoir, ils ont fait une très très belle saison et on a envie de voir s'ils sont capables d'atteindre le niveau supérieur. On l'espère en tout cas. Philippe Spanghero, est-ce qu'il y a un nom en retour ou alors des nouveautés qui t'intéressent? Plutôt derrière, le jeune Léon Darry Carrère qui a été auteur quand même d'une très belle fin de saison avec l'ASM bénéficie de ça. Et puis j'attendais pas non plus, même s'il a fait une belle saison, Nathanaël Huleux. Il a un profil un peu atypique. On sait qu'on a beaucoup tourné sur ce poste d'ailier. Il n'y a pas encore vraiment de certitude pour moi dans le staff sur une place à prendre à l'aile. Donc voilà, plutôt derrière les surprises, ces 2 surprises-là pour moi.
Ouais, on va bien sûr y revenir tout au long de cette émission. Antoine Astoy sera avec nous d'ici une dizaine de minutes. Christian Califano, 72 sélections avec l'équipe de France, on le rappelle comme ça au passage, clac. Voilà, qu'est-ce que... Plus de sélection avec Splash, on dire que... Vas-y. Voilà. Mais... non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces tournées qui sont faites sans les finalistes, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une chance, alors qu'avant, c'était plutôt une tannée, quoi. Alors, c'est bien de le rappeler, parce que moi, j'ai été dans cette fameuse tournée 2007. En 2007. On était parti avec le reste du monde et on avait pris tôle sur tôle, je crois qu'on avait pris 150 points en 3 matchs, donc c'était un peu long et un peu dur pour le supplément bagage, mais non, après c'est bien parce qu'encore une fois, c'est comme le disait aussi Philippe, c'est tous ces jeunes joueurs qui ont marqué aussi la saison, bien sûr. Quand on parle du petit Léo Darricarrière, c'est sympa, c'est tous ces garçons qui ont commencé à pointer leur petit museau en disant attention, on est là, on arrive à faire de belles choses, c'est bien. Et comme encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est des garçons qui ont une chance aussi de tenir et surtout de s'agripper au bon wagon. Et puis on verra ce que ça va donner. Après, c'est toujours pareil, c'est l'opportunité de se dire aujourd'hui l'équipe de France, elle a un standing. On le sait, au-delà de ce qu'on a vécu, parce que le tournoi, évidemment, ça n'a pas été glorieux et ça a été même compliqué, mais on le sait, voilà, aujourd'hui, on se remet dans le bon rail. Et puis surtout de dire, on a cette équipe de France qui doit vite reprendre le dessus et puis surtout se préparer, on le sait, sur cette tournée, mais aussi les matchs qui nous attendent au mois de novembre. Tout à fait, cette tournée que l'on vivra bien sûr sur Sud Radio. Pardon François, j'ai juste une question rapide, et pour Christian et pour Johan, parce qu'ils ont eu 2 générations qui se sont un peu succédées, mais j'ai l'impression qu'il y a un niveau de maturité aujourd'hui qui est plus élevé, on sent les joueurs prêts pour ce haut niveau plus tôt qu'avant. Est-ce que vous avez le même regard? Bon, même si cette tournée est particulière, on sait qu'il n'y a pas les demi-finalistes, donc forcément on est obligé d'être beaucoup plus large dans le choix, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de maturité qui fait que les jeunes arrivent plus près à ce niveau-là. Plutôt. Yo. Non, mais t'as raison, Philippe, c'est parce que d'une part, le top 14 a pris énormément de consistance. Avant, à l'époque de Cali, sans être jurieux envers toi, mais à ton époque, il y avait 4-5 clubs et derrière, tu savais que tu pouvais faire tourner et prendre un peu de repos. Aujourd'hui, quand tu vois que Montpellier joue l'Access Match et d'aller gagner à Montpellier, c'est pas évident. Donc voilà, même si les joueurs ils ont peu de temps de jeu, c'est des temps de jeu à haut niveau avec des temps effectifs aux alentours de 25, 30, voire 35 sur certains matchs. Donc les joueurs sont prêts plus tôt, bien sûr, et avec cette règle de GIF, ils sont utilisés aussi plus tôt. Nous, on est arrivé très tard sur le professionnalisme. Après, sur la question pertinente de Philippe, faut le rappeler, cette année, au-delà des surprises qu'on a eues sur le top 14, c'est aussi de se dire, tiens, il y a des garçons comme le petit Coste, qui a commencé, qui a fait 2-3 très bonnes apparitions, et puis d'un coup, il a enchaîné, de suite, c'est entre le top 14 et la Coupe d'Europe. Et voilà, c'est ce que, encore une fois, comme le dit Philippe, c'est peut-être la maturité, le fait de s'aguerrir à ce championnat qui est quand même dense et intense, qui leur permet, voilà, d'être quand même compétitif. Cali, c'est qu'ils s'entraînent, là, on voit le petit Coste émerger cette année, mais ça fait 2 ans qu'il suit le groupe, ça fait 2 ans qu'il est aux portes du groupe. Tous ces jeunes. Donc, tu vois, ils ont envie de croquer là-dedans, et quand tu les lances, ils connaissent tout, ils connaissent le système, ils connaissent l'échauffement, parce qu'ils ont fait 10 échauffements avant de pouvoir porter le maillot. Donc voilà, à ce moment-là, quand ils arrivent, c'est qu'ils sont prêts. Des fois, nous, on est arrivés parce qu'il y avait une cascade de blessures. Et tu vois, Yo, ce qui est impressionnant, c'est que tous les clubs, alors petit contingent de jeunes joueurs ou de joueurs talentueux, moi, pour faire bien sûr référence aux Toulonnais, parce qu'aujourd'hui je suis près d'eux, évidemment on peut parler du petit Gaël Dréan, on peut parler de Jules Coulon, on peut parler de Mathias Alagahu, voilà, Matteo Le Corvec, tous ces garçons, voilà, comme tu le disais, c'est pas du jour au lendemain, c'est depuis quelques années, ils sont dans un process qui les amène à ce sport de haut niveau, et encore une fois, pour revenir sur la question initiale de Philippe, c'est de dire, et pertinente aussi, c'est de dire justement, quand les garçons, quand ils arrivent en équipe de France, il n'y a pas ce décalage comme on a pu le voir il y a certaines années, et comme tu le rappelais si bien, à mon époque où on jouait encore, la télé était en noir et blanc. Oui. Rappelons quand même que Cali a été peut-être le pilier le plus précoce de ces 30 dernières années quand même. Le plus moderne. Le plus moderne, mais le plus précoce aussi. Tu as été 6 fois champion dans les années 90, et c'est vrai que tu avais eu une éclosion au niveau international à 19, 20 ans 19, ouais. 19 ans. C'est pour un pilier, c'était quand même énorme. Voilà. Mais c'était facile avant. Oui, c'était. Oui, petite remarque, Quentin, sur le nombre de sélections du groupe. Ouais, sur les 33, ça fait 170 sélections au total. Il y en a déjà 44 rien que pour Baptiste Serin. Voilà. Sachant que la liste va se compléter après les demi-finales le week-end prochain. Mais si on enlève les Toulonnais de l'effectif, il y a quasiment plus de sélections. Ouais. Tiens, parlons des Toulonnais avec toi, Cali, parce que je sais que ça a dû être douloureux quand même cette défaite du RCT à domicile face à La Rochelle. Tu l'as vécu comment ? Ben
écoute, je crois qu'on va pas se cacher, hein. Ça a été très dur à encaisser parce qu'on s'attendait par rapport à ce qu'on a vécu sur les 2 derniers mois, c'est-à-dire qu'on a vu un groupe hyper concentré, motivé, mais surtout engagé. Et puis malheureusement, voilà, on est tombé sur une équipe de La Rochelle beaucoup plus pragmatique et chirurgicale. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait peut-être une occasion de s'éviter ce match de barrage, de dire tiens, est-ce qu'on est capable d'aller créer l'exploit face au Stade Français et au Stade Français. Voilà, encore le Stade Français a été bon sur tout ce qu'il sait faire hein, depuis le début de la saison. Hein. Je crois qu'on l'entend des fois, on les critique, mais vous savez, quand on voit là aujourd'hui qu'ils finissent 2e du championnat, faut les respecter, c'est tout à leur honneur. Mais encore une fois, voilà, c'est dur parce qu'il y avait tout qui était réuni pour justement faire un très bon match. Et malheureusement, voilà, je le disais, des Rochelais beaucoup plus costauds. On les a vus revenir hein, sur une fin de saison quand même entre le championnat et le Coupe d'Europe. Moi, ce qui m'a marqué, c'est notamment les derniers matchs qu'ils ont eu, notamment en Afrique du Sud, où on les a sentis très costauds. Après, c'est vrai que le match, quand on prend la physionomie du match, c'est un peu particulier parce qu'il y a 2 essais. On prend un essai sur un 50-22, on prend un autre essai sur sur une pénalité qui passe pas, on touche le poteau au 13e minute de La Rochelle vient marquer. À ce niveau, c'est très dur. Très dur et ça récompense pas des garçons qui se sont investis. Franchement, et quand on sait la saison qu'on a passée, ça n'a pas été si facile que ça. On a eu cette période où on a eu 10 matchs perdus d'affilée, où il a fallu tenir le groupe. Pierre l'a fait parfaitement bien. Et les garçons sont restés encore une fois dans leur bulle et se sont plutôt focalisés en disant il faut absolument qu'on attache et qu'on attrape ce top 6. Maintenant, pour revenir sur ce match encore une fois de La Rochelle, c'est dur, mais voilà, c'est une équipe de La Rochelle, encore une fois, je le disais, qui est habituée de ce genre de challenge, de match aussi, et qui, c'est pas pour rien si aujourd'hui ils sont quand même 2 fois champions d'Europe d'affilée. Johan, t'as été surpris par, on va dire, déçu par Toulon, ou plutôt agréablement surpris par le réveil rochelais? La première étape, elle était assez contrastée parce que les Rochelais ont fait beaucoup de fautes et on s'est dit ils vont prendre, à un moment donné, ils vont craquer physiquement, comme on les a vus durant toute la saison, à l'extérieur surtout. Et il y a ces 2 essais, comme vient de dire Kali, qui sortent de nulle part, pas construits, mais ça montre l'énergie collective qu'avait cette équipe de La Rochelle à faire un coup. Et un peu déçu de Toulon parce qu'on n'a pas vu le vrai visage de Toulon sur ce match-là. Ces 2 essais, à ce niveau-là, tu peux pas prendre un 50-22 et derrière prendre un essai. On s'imagine, 50-22, c'est qu'il faut taper le coup de pied derrière les 50. Donc, on a le temps de revenir, on a le temps de... Donc voilà, est-ce que ça a été un peu de... Je sais pas si c'était du laxisme, mais peut-être qu'ils ont été pris par l'enjeu. Écrasé un peu par Après, Johan, pardon de couper, mais c'est vrai que on a rarement vu une performance défensive comme ça de La Rochelle cette année. Donc, est-ce qu'on n'a pas vu le vrai visage de Toulon ou est-ce qu'ils n'ont pas pu montrer leur vrai visage parce que... Non, mais les 2 essais, Philippe, les 2 essais, c'est on parle pas de défense. Là, d'accord, mais c'est vraiment sur le visage, sur la physionomie générale du match. Pour moi, il y a la défense rochelaise et puis surtout, il y avait la question qu'on se posait avant, c'est-à-dire que les gros gratteurs rochelais, ceux qui gagnent la guerre des rucks, étaient pas là. On se posait des questions sur cette capacité qu'ils auraient à assumer leur statut dans cette zone-là. Et honnêtement, ils ont dominé la guerre des rucks. Parce que quand tu regardes leurs stats, en conquête, c'est vraiment moyen. Donc après, il y a un réalisme sur le reste qui est quand même surprenant par rapport à ce qu'on a vu d'eux cette saison, quoi. T'as vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle saison qui a démarré pour eux sur ce match. C'est leur match référence ce qui est paradoxal, de la Philippe, saison c'est pour eux, malgré le déchet. Toute la semaine, apparemment, Ronan Nogara disait qu'ils n'étaient pas dans le coup, quoi. Et ils arrivent à sortir un match comme ça parce qu'ils sont retrouvés peut-être face à eux-mêmes avec leurs difficultés du moment et un entraîneur qui était en colère. Donc voilà, c'est aussi les groupes qui ont l'expérience des phases finales. Surtout l'expérience, et quand on voit la qualité individuelle aussi de ce groupe Rochelais. Hein. Quand Philippe le disait, justement, on a peut-être perdu la guerre des rucks parce que c'est vrai que ils sont quand même forts. Quand tu vois Skelton, quand il arrive, quand il s'assoit ou quand il s'allonge sur le rock, c'est fini. Hein. Tu sors plus un ballon. Voilà. Après, ils ont quand même été bons, notamment sur la défense. Ils fermaient rapidement les extérieurs. Donc, ce qui est un peu difficile justement pour mettre aussi du jeu et de la vitesse. Mais pour revenir, moi je pense plutôt sur cette équipe de Toulon, c'est dur, c'est frustrant parce que franchement c'est un groupe extraordinaire. C'est des mecs, ils sont surprenants. Je crois que Baptiste Serin, quand vous voyez la saison qu'il fait avec le RCT, c'est quand même dingue, quoi, parce que quand il est là, on sent que il est quand même, c'est le patron, comme les Charles Olivon, comme bien d'autres, hein, voilà. Mais c'est voilà, on a senti qu'il y a eu quelque chose, l'apport, alors pas bien sûr pour citer ses numéros 10 parce qu'il y a eu mais Paolo Garbisi
amener aussi peut-être quelque chose de nouveau. On l'a senti, voilà, beaucoup d'automatisme, beaucoup de simplicité. On l'a vu notamment sur l'avant-dernier match, avant justement de parler de La Rochelle, où ils arrivent à jouer pratiquement avec des automatismes, les yeux fermés. Et ça, on aime bien. Et c'est le jeu qu'on prône notamment au niveau du RCT. Allez, on va parler des Rochelais, justement, avec un certain Antoine Astoy qui est avec nous dans un instant. Vous pouvez nous appeler, tiens, au 0826 300 300 pour aussi gagner 2 places pour les JO. Gagner 2 places pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voilà, aux épreuves d'aviron le 2 août, grâce au collectif Handicap Visuel. Restez avec nous, surtout sur Sud Radio, on est au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby au cœur de la mêlée jusqu'à 21h pour parler bien sûr des demi-finales de ce week-end. On va revenir sur le week-end passé avec ces barrages et notamment la grosse perf de La Rochelle. Christian Califano avec nous, Yohann Huget et Philippe Spanghero. Christian Califano, notre grand témoin, et notre invité, c'est le numéro 10 du Stade Rochelais, c'est Antoine Astoy qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir, vous m'entendez ? Ah, mais on t'entend très bien, Antoine, et on est ravis de t'avoir avec nous en direct. On imagine que le week-end s'est bien passé. Voilà, on a assisté à un réveil du Stade Rochelais. Est-ce que vous l'aviez vécu comme ça, vous les joueurs, ou est-ce que vous étiez donné rendez-vous sur ce match-là ? Est-ce que tu peux expliquer entre guillemets, ce réveil ? Ben oui, le week-end s'est bien passé du coup, et après ça fait quelques semaines quand même que il y a du mieux. Ça n'a pas été une saison très facile pendant la phase régulière, mais là on sent quand même que le groupe est mieux. On reprend confiance dans notre jeu, ce qui a fait notre force aussi avec notre défense et les ballons de récupération. On a été efficace, on va dire, ce week-end, donc ça nous a facilité la tâche. Philippe Spanghero, petite question pour Antoine Astoy. Alors, au lieu d'une question, je vais faire mes excuses, puisque comme on se parle vrai sur Sud Radio, salut Antoine, avant le match, on disait que on t'avait trouvé en difficulté cette saison. On se posait la question de savoir si cette non-sélection en équipe de France, après avoir passé des mois avec eux, cet épisode Coupe du Monde, etc., t'avait un peu pesé parce que on te sentait moins attaquer la ligne, moins pesé que la saison dernière sur le jeu de 3/4 Rochelais. Et ben voilà, c'est les grands champions qui répondent présents pour les grands rendez-vous. Donc voilà, je sais pas si tu veux rebondir, mais en tous les cas, pas de question, mais bravo pour le match. C'est gentil. Bah après. Vous aviez un peu raison, ça a été une année un peu compliquée, donc mais j'en suis conscient et je travaille pour que ça change et essayer de produire du meilleur rugby quand même. Mais là c'est mieux, ça fait du bien et pour la confiance aussi. Donc voilà, j'espère qu'il nous reste 2 matchs et que ça va continuer comme ça. Mais Antoine, t'avais accusé le coup après la Coupe du Monde justement, comme l'insinuait Philippe. Bah, je pense que c'est un peu un tout quoi. Il y avait bien sûr de la frustration de la Coupe du Monde, il y en a forcément, et puis voilà, pas tellement de pauses, et puis pas mal de choses, je pense, qui peuvent expliquer, mais c'est sûr que mentalement, j'étais pas le plus frais, donc voilà. Yohann et Christian Califano qui sont là. Yohann Huget, peut-être pour toi, Antoine. Non, salut Antoine, félicitations pour cette belle victoire, parce que sincèrement, on n'avait pas grand monde avait misé sur vous, et vous avez déjoué tous les pronostics, et on a vraiment reconnu cette équipe rochelaise qu'on avait connue sur les 2 dernières finales jusqu'à votre aventure. Mais comment vous avez pu aller chercher ces ressources-là, parce que quand même ce que vous avez fait, c'est assez incroyable. L'ambiance qu'il y avait autour du match, aller à Toulon, gagner à Toulon après leur parcours cette saison. Qu'est-ce que vous êtes dit justement on sait que vous avez passé une semaine compliquée et vous avez été un peu livré à vous-même, donc comment vous êtes ressorti fort dans le groupe en fait? En fait, de l'extérieur, c'est comme ça. Nous, de l'intérieur, en vrai, c'était pas vraiment comme ça. Honnêtement, vraiment, ça fait 3 semaines. Je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la confiance de notre jeu. 3 semaines, 1 mois où on sait au moins où on va, et la confiance revient. Et après, la semaine a été compliquée. Ouais, Rodge, il a fait, il a fait un beau discours, on va dire, un peu énervé mardi. Mais après, les choses sont quand même rentrées dans l'ordre.
tout le reste de la semaine et on savait ce qu'on voulait faire. On a parlé que ça allait être un climat hostile le week-end, mais que voilà, on aimait ça, qu'on s'était fait chier toute la saison pour que justement se faire plaisir sur ces matchs qui comptent et les matchs qui font gagner les titres, quoi. Donc voilà, on a vécu la semaine comme ça et ça s'est bien passé. Donc vous allez refaire la même semaine, quoi. Ouais, on va essayer. Donc demain, ça va gueuler. Demain, ça va gueuler de merde et ça passe. Ouais, parce que franchement, c'est une belle gueulante, mais après, en même temps, il avait raison. C'était un peu trop tranquille, tout le monde rigolait, était bien, donc ça a fait du bien, ça a remis les pendules à l'heure. Ouais. Antoine Cali, alors c'est difficile pour moi de te le dire, mais je te le dis avec sincérité et franchise, bravo et félicitations pour ce match, encore une fois. Mais en tout cas, moi j'y étais et j'ai vu une équipe de La Rochelle, encore une fois, je le disais pendant l'émission, totalement transformée, mais avec beaucoup de solidarité, notamment dans des moments forts. Alors, on le disait notamment, on l'a vu, vous avez énormément changé, je voyais que derrière ça discutait énormément. Je le disais, depuis quelques semaines, vous avez retrouvé un peu cet élan, grâce à des matchs aussi, où vous êtes allé sur des matchs couperés, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec là les matchs qui arrivaient et puis même le visage qu'on avait envie de montrer aussi. On pointe souvent du doigt les trois quarts, en tout cas cette année de La Rochelle. Donc forcément on se sent piqué, on a envie de montrer qu'on sait jouer. Ouais, alors oui, Christian. Juste une petite question. Est-ce que le prix de l'immobilier sur l'île de Ré a augmenté ou pas, Antoine? C'est pour Yohann Huget. C'est Yohann Huget qui pose la question. Je sais pas, je regarde pas. Moi, tu regardes plus. Allez, je reste tranquille. Voilà, Antoine Astoy, concentré sur les demi. Tiens, on va quand même, Antoine, te faire revivre ce que nous on a vécu à la radio, quand notamment tu as inscrit cet essai à Mayol. On va suivre cette mêlée à 5 mètres là, avec le retour à l'intérieur. Là, finalement, c'est pas de passer, c'est rejeté. Magnifique et c'est rejeté d'Antoine Astoy là. Après cette mêlée à 5 mètres, il y a Dylan Yves qui est venu converger à son intérieur et finalement la pente de passe, Daniel, c'est bien joué, très bien joué de la part d'Antoine Astoy et c'est sous les poteaux. Sans Daniel Herrero avoir du mal à dire bien joué. À Toulon. Il a baissé le bandeau, Daniel. Tout le monde était pour Toulon, au final. Non, attention, on est pour le beau rugby sur Sud Radio, bien sûr. Pardon. Voilà. Tiens, petite question quand même sur l'adversaire qui vient, qui vous dit quelque chose. Toulouse, c'est la revanche de la finale, Antoine. Ça aussi, c'est un bon levier de motivation cette semaine. Ouais. On va pas prendre ça comme une revanche, mais après, bien sûr que le club a un historique pas très glorieux, on va dire, contre Toulouse, donc forcément qu'on va en parler, on va y penser, mais voilà, nous on doit faire notre match. Comme j'ai dit, on sort d'une saison pas facile où on s'est fait chier, et là on arrive sur ces matchs-là et on a envie de faire le maximum et ça tombe sur Toulouse, donc c'est bien pour nous, on va voir le caractère qu'on a aussi. Philippe, peut-être avec Antoine. Ouais, non, juste un dernier mot par rapport au contexte. C'est vrai que cette finale de la saison dernière, bon, on vous la ressasse beaucoup. Vous l'abordiez avec un titre de champion d'Europe, enfin de Champions Cup, donc avec un statut un peu différent. Là, le fait que cette saison, elle était un peu plus en dents de scie, un peu plus délicate, est-ce qu'il y a quelque part une forme de pression en moins? Non, pas vraiment. Les objectifs restent les mêmes. Là, on s'est arrêté avant en Champions Cup, mais les objectifs sont les mêmes. Donc voilà, on sait qu'ils vont être pleins de confiance et qu'ils jouent très bien cette année. Après voilà, c'est un match et on va tout jouer. Mais le match que vous avez fait à Toulouse va vous servir un peu de point d'appui, justement, parce que vous avez fait une sacrée belle partie au stadium. Est-ce que vous allez vous appuyer sur ça pour cette demi-finale, ou vu qu'il y avait un effectif un peu différent en face, vous n'allez pas en tenir compte? On s'en est servi, nous, pour cette fin de saison. Après, pour le match, oui, bien sûr, on sait très bien que la composition va pas être la même. Donc voilà, après, il y a des... le Stade Toulousain joue quand même relativement tout le temps pareil, c'est la même philosophie. Après, avec les joueurs qui changent, donc on va le re-regarder, en tout cas si c'est sûr. Et puis on verra comment ça se passe samedi.
vendredi, pardon. Antoine, question de journaliste quand même. Bon, si ça perd, il y a une possibilité de partir en Argentine. C'est un objectif. En cas de défaite, voilà, il pourrait y avoir une bonne nouvelle personnelle. Moi, je vais essayer de pas penser à la défaite. Désolé. Une sélection d'équipe de France, Antoine, quand même. Une sélection d'équipe de France, quand même, ça se refuse pas, Antoine. Ah bah, jamais, qui va. jamais. Mais quand même, je préfère aller en finale. C'est affreux. Je préfère aller à Marseille. Johan, il est affreux. Mais c'est vrai, une belle sélection d'équipe de France, quand même. Surtout en Argentine, quand même. Surtout en Argentine. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un dilemme quand même pour les joueurs, parce que j'imagine aussi que voilà, il y a des concurrents qui partent. Il n'y a pas de dilemme, François. Ouais. Tu ne peux pas réfléchir à ça. Il n'y a pas vraiment de dilemme, quand même. À ce niveau-là, tu vas aller au Stade de France, enfin à Marseille, en l'occurrence. Donc pas de dilemme. Objectif Brennus, on a bien compris pour La Rochelle, mais bon, sur un malentendu, éventuellement. Si jamais, leur première Coupe d'Europe à La Rochelle était à Marseille. Il y a peut-être une histoire derrière tout ça à écrire. Ouais. Ça joue ça ou pas, Antoine Astoy? C'est peut-être un signe. Et Dupont au Vélodrome, ça se passe pas toujours bien. Voilà, ça c'est un moins bon signe, mais en tout cas, on te remercie Antoine d'avoir été avec nous au cœur de la mêlée. On te libère. Bon mardi alors, puisque a priori ça devrait gueuler demain à l'entraînement, si on a compris. Non. Mais bon, on va être sérieux d'entrée. Allez, super. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Astoy, demi-ouverture du Stade Rochelet en direct au cœur de la mêlée, à quelques jours de la première demi-finale du Top 14 que l'on vivra bien sûr sur Sud Radio. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h31 au cœur de la mêlée, vous êtes les bienvenus. On parle rugby ce soir parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, même si on est à une demi-heure d'un France-Autriche. Tiens, Christian Califano. Un pronostic ? Ouais. 2-0. 2-0 pour la France. Ouais. Johan ? 1-0. 1-0. Philippe Spanghero ? 1-1. Un partout. Ah ouais, voilà. On rappelle que les Belges ont perdu face à la Slovaquie 1-0. Voilà l'Euro de foot. On est ouvert, c'est pour ça que on est au cœur de la mêlée, bien sûr. On parle avec notre grand témoin Christian Califano, puis nos invités. On a eu Antoine Astoy, on aura Patrice Colazo dans quelques minutes, et tout de suite Christophe Lossuc, l'entraîneur de la défense de l'UBB qui, on va dire, s'est qualifié pour la demi-finale, mais une demi à Bordeaux, c'est une première. L'UBB est-elle favorite de sa demi à domicile? On va en parler dans un instant et on salue Christophe Lossuc. Salut Kiki. Salut à tous. Alors, comment ça va? En forme après une qualification quand même maîtrisée face au Racing hier? En forme, oui, heureux bien sûr, et concentré parce qu'il faut vite rebasculer sur le prochain match. Donc c'est les phases finales, il y a 6 jours entre les deux matchs, donc on n'a pas trop, honnêtement, on a bu bien ensemble François hier, mais on s'est vite remis au boulot dès ce matin et dès cet après-midi pour préparer solder ce match contre le Racing et vite plonger dans le prochain, quoi. Il faut dire quand même que les joueurs étaient off aujourd'hui, mais pas les coachs. Non, c'est ça. Dur métier. Cali, peut-être pour Christophe Lossuc. Alors moi je suis un peu embêté. Alors c'est Kiki ou Mimi? Kiki ou Mimi? Mimi Lossuc ou Kiki? Tu confonds avec des bandes dessinées de quand tu étais gamin, mais il y a longtemps. Il y a encore. Avec toutes les promotions que tu as dû faire, ça pris toute ta tête. Kiki, moi je voulais simplement te féliciter aussi, encore une fois, de cette belle victoire, avec la manière aussi, mais c'est à l'image aussi de la saison que vous faites. On le voit, vous êtes quand même sur le haut du tableau toute la saison, vous êtes battu, vous avez quand même aussi un ADN qui vous ressemble, avec, on le sait, vous avez peut-être la ligne de 3/4 la plus attractive du championnat. Justement, quelle est une des forces aujourd'hui de l'UBB, de Bordeaux, Bègles, Bordeaux? Hier, je crois que on a été équilibré pas uniquement sur notre ligne d'attaque. On a plutôt très bien défendu face à une équipe du Racing qui est dangereuse, avec des grosses individualités. On a bien occupé, on a bien joué au pied, donc on a, comme je dirais, on va pas se prendre pour d'autres, mais comme toute l'équipe de haut du tableau, toutes les équipes qui sont dans ce dernier carré, il faut cocher un peu toutes les facettes, être un peu performant dans tous les secteurs du jeu. Hier, on a vu un gros paquet d'avant de l'UBB, donc c'est pas forcément la ligne de 3 carrières qui a fait la différence. Il y a eu une grosse conquête déjà de notre part. Donc, mais moi je le redis, voilà, on n'est pas arrivé. On a fini 3e d'une compétition très difficile. On a souffert pour arriver là parce qu'il y a eu des moments où c'était dur. On était 5, 6e. On a eu des périodes de doute comme tout le monde. Mais à l'arrivée, je crois que les équipes qui sont au bout, ce sont toujours des équipes assez complètes et assez homogènes.
Johan, pour Christophe Lossuc, entraîneur de la défense de l'UBB. Ouais, salut Christophe, félicitations. Mais moi, je vais défendre les 3 quarts parce qu'il y a quand même eu un essai en première main des 3 quarts. Donc, il était magnifique celui-là. Oui, après un très bon ballon porté, les 3 quarts, vous oubliez souvent un peu. Il y a un très bon ballon porté parce que qui permet de fixer justement leurs avants, qui permet d'avoir ces espaces au large. Et après, Khalil l'a dit, tout le monde sait qu'on a des joueurs de talent, qu'on a de la vitesse, et voilà. Donc quand on arrive à avoir des espaces comme ça, et on est capable de bien les exploiter, ça c'est la face immergée de l'iceberg, quoi. Johan, toi t'attendais de Tamboué à ce niveau parce que il fait quand même la chaque différence sortie, tout seul. chaque sortie, et même défensivement quand même, oui. il a assuré. Défensivement, il fait un gros match. Hein. Il fait un gros match défensivement et moi il a jamais trop déçu à chaque fois qu'il était sur le terrain. Après, il a une concurrence qui est assez rude à l'UBB. Il manque peut-être de temps de jeu à certains moments, et pour un ailier, il a besoin de repères collectifs pour défendre et prendre des décisions. Mais à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a été extraordinaire, ce garçon. Juste, Christophe, peut-être revenir sur la sortie à la mi-temps de Damien Penaud. C'est bon, il sera là pour les demi. Il a eu un problème intestinal, on dirait. Il était pas très bien, il était malade la nuit, donc il a été. Il n'y a que Damien qui ça peut arriver des trucs comme ça. Quoi ? Il n'y a que Damien qui ça peut arriver des. Ouais, c'est ça. Donc il a voulu jouer, il se sentait bien à l'échauffement, et puis il y a eu du rythme, et donc on a vite vu qu'il était pas trop dans le coup, et c'était bien de le sortir, de le récupérer. Il est rentré un peu mieux même en fin de match, donc et ça fait partie. Ça a été un choix. C'est difficile quand un joueur a été malade, mais qui dit qu'il peut tenir sa place. Quand c'est un joueur surtout de son talent, ben on lui a fait confiance, on l'a mis sur le terrain. Bon, il n'était pas forcément au mieux de sa forme, mais il sera rétabli forcément pour le week-end prochain. Ouais, des demi à Bordeaux, on est vite rétabli. Philippe Spanghero pour Christophe Lossuc. Ouais, bonsoir Christophe. Alors une question rapide, c'est vrai que cette saison, pour avoir suivi, on a pointé du doigt quelques fois cette deuxième période, on vous voyait faire de très grosses premières mi-temps et puis se déliter un peu au retour des vestiaires. Là, vous avez bien réattaqué au retour des vestiaires, mais après vous avez coaché tôt, et cette fin de match, on l'assimile comment? C'est plutôt une gestion parce que le score était pris et vous commenciez à penser au match d'après, ou il y a aussi un peu d'interrogation sur la façon dont vous avez terminé hier soir? Hier, on s'est posé pas mal de questions parce qu'on avait pas mal de joueurs en reprise, Buros, de Porter, la maladie de Damien, donc il fallait un peu envisager toutes les solutions. On savait pas trop comment aller finir, comment aller réagir ces joueurs à 80 minutes. Est-ce qu'ils étaient capables de tenir 80 minutes? Donc on avait un peu pas mal d'options en tête, de faire rentrer, ressortir certains joueurs, et bon, ils ont plutôt tenu leur place. Romain Buros a été bien physiquement pratiquement tout le temps. Nico de Porter, pareil, c'est des joueurs qui n'avaient pas joué depuis le match contre La Rochelle, donc ça fait déjà 4, 5, 6 semaines. Donc on avait un peu d'interrogation, pareil pour Thierry Poirot qui est en reprise, Beauchaton qui est en reprise, Jean-André Marais qui est en reprise. Donc on avait quand même pas mal d'incertitudes sur l'état physique de ces joueurs. Donc malgré tout, ça faisait beaucoup de joueurs sur les 23. Donc il y avait des questions et des interrogations sur et voilà, et des plans un peu de faire sortir les joueurs, les faire récupérer, des options de les faire rentrer. Plus la blessure assez tôt de Bentamé Founa qui aussi a été remplacé tôt dans le match par Lexo Collège-Villy, qui lui aussi était un peu en reprise et qui avait pas beaucoup de temps de jeu non plus derrière lui. Donc il y avait un peu d'interrogation. Heureusement, je crois qu'on avait le score en main. Je crois qu'on était à 31-7, 31. On avait quand même 2-3 marques d'avance. Donc ça nous a permis de faire ces rotations, de souffler un peu. Et c'est sûr on est apparu un peu en manque d'énergie sur ces 20 dernières minutes, mais c'était, je crois qu'on l'a plutôt bien géré, il n'y a pas eu de blessés, et voilà, on a maintenu notre avance, c'était l'essentiel. Christophe, bien aidé par l'inefficacité offensive du Racing, qui a beaucoup tenu le ballon, mais qui vous a pas mis en danger, quoi. Ouais, est-ce que c'est l'inefficacité ou moi je veux dire je suis entraîneur de la défense, je veux dire que c'est la qualité de notre défense qui les a empêchés. Bien sûr. Allez, une augmentation. Je vais les prendre. Christian Cali. Christophe, moi j'aimerais que tu me parles un peu, parce que tu en parlais juste avant, tu disais la belle performance notamment de ce paquet d'avant. On le voit, il s'est quand même construit au fil du temps, il s'est affiné. Est-ce que finalement l'expérience qu'a connue aussi peut-être Yannick Bru a apporté un plus aujourd'hui, et notamment cette saison, quand on sait l'expérience qu'il a vécue en Afrique du Sud, on trouve ce pragmatisme aussi. Est-ce qu'elle a apporté justement ce petit truc en plus, au sein du pack?
Faut demander aux avants, je suis pas trop avec eux. Après, c'est sûr que Yannick, t'as joué avec lui, c'est un entraîneur d'expérience, ça a été un leader, un capitaine. Talonneur, c'est souvent un peu le mec le plus intelligent du paquet d'avant, Cali, tu vas pas me contredire. Donc, c'est quand même les seuls mecs qui réfléchissent un peu avant les autres, et souvent, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont, beaucoup d'anciens talonneurs qui finissent entraîneurs, et je crois Yannick était un joueur qui avait beaucoup de réflexion, donc il a forcément, maintenant des qualités, une certaine expérience comme manager, mais avant tout d'entraîneur des avants. Il a été longtemps entraîneur des avants, donc bien sûr qu'il appuie les deux entraîneurs que tu connais aussi, qui sont Gorgadze et Brad Fuchs aussi. Donc ils forment une triplette quand même assez complémentaire, qui est assez compétente et qui au fil du temps a fait progresser notre paquet d'avant. Je crois que la récompense hier, il faut continuer samedi parce que le paquet d'avant du Stade Français, c'est pas facile à manœuvrer non plus, hein. Donc faut pas trop s'en donner sur nos lauriers, mais c'est sûr que ses compétences et son expérience en Afrique du Sud ont certainement fait du bien à l'UBB, ouais. À combien de pourcentage de chances tu évalues on va dire la possibilité de voir Tameifuna avec vous en demi, puisqu'il avait l'air de souffrir quand même. On n'a pas de retour encore, on verra demain. On n'a pas eu le retour de tous les examens, de son état à lui. Voilà. Ça dépend de Christophe Foucault, alors. C'est ça. Il y a beaucoup de Toulousains, en fait, c'est pas possible. Le Stade Français, tu le disais, deux matchs de défaite contre eux. Est-ce que le fait d'être aussi à domicile, ça fait de vous quand même des favoris, ou ce sont les Parisiens qui sont favoris? Ah, ça c'est votre jeu, ça vous aimez bien ça, les favoris. Oui, bien sûr. Il y a plein d'arguments, autant pour l'un que l'autre. Enfin, chaque fois on a été favoris contre eux, ils nous ont tapé les 2 fois, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, la vérité c'est qu'ils nous ont battus 2 fois cette année. Donc on peut dire que, on va vous dire, oui, on est favoris parce que c'est à Bordeaux. Ils sont favoris parce qu'ils ont une certaine fraîcheur. Ils ont certainement plus de fraîcheur que nous. Ils n'ont pas joué ce week-end. Ils ont été quand même moins concernés que nous par tous les doublons, par la Coupe du Monde. Donc ils ont quand même une fraîcheur physique et mentale peut-être supérieure à nous. Donc c'est très difficile de faire des pronostics, je dirais, à ce stade. Franchement, on peut pas poser que des bonnes questions non plus. Voilà, il faut l'assumer. Non, mais après c'est vrai que je lisais que Yannick avait déclaré que si vous n'étiez pas qualifié, c'était une humiliation. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pression hier soir et que vous serez plus libéré en demi. C'est Yannick qui a dit ça. Je sais pas s'il y a plus de pression. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si les joueurs avaient une pression. Il a dit hier en conférence de presse qu'il avait senti plus de tension que d'habitude. Lui, il a dit ça, oui, ouais. Mais je crois que les joueurs, c'est aussi des grands joueurs et des grands garçons. Il y a toujours de la pression avant un match important parce qu'on n'a pas envie de finir la saison en queue de poisson. On n'a pas envie. La pression est liée à quoi? La pression des résultats, la peur de perdre, l'envie de gagner. Enfin, c'est toujours un peu difficile d'analyser tous ces sentiments. Il y a forcément de la pression avant tous les matchs. Des matchs à 35 ou 33 000 spectateurs, avec envie de continuer, avec l'horizon de jouer encore une demi à Bordeaux. Là, cette semaine, moi j'ai beaucoup de pression, j'ai envie d'aller à Marseille aussi. Donc je crois que la pression, quand on arrive dans les phases finales, c'est de passer la pression, de l'excitation, mais tout le monde a envie de bien faire, tout le monde a peur de mal faire. Donc c'est un peu les meilleurs moments de nos carrières, les meilleurs moments de nos vies, même de sportifs. Donc bien sûr qu'il y a de la pression, ou alors il faut pas faire ça, quoi. Enfin. Ouais, on vous souhaite une bonne pression. Ça sera samedi soir, bien sûr, on le vivra sur Sud Radio. Christophe Le Suc, bonne semaine de préparation. Est-ce qu'il y aurait une place quand même pour aller faire une petite session de surf ou pas? Christophe, grand surfeur de la canoë. Je sais pas si grand surfeur, ça c'est pas vrai. Je sais pas si Yannick va me laisser beaucoup de temps. C'est vrai qu'il a plus la pression, plus il nous prend du temps. Donc je sais pas trop ce qu'il va me. Bon, on va négocier. Allez, merci en tout cas Kiki d'avoir été avec nous, entraîneur de la défense de l'UBB, donc qui a pris le meilleur sur le Racing 31-17. Dans un instant sur Sud Radio, on va parler du maintien de Montpellier, mais du non-maintien de son entraîneur Patrice Collazo. C'est sorti il y a quelques minutes, on va en parler avec lui en direct dans un instant. C'est ça, au cœur de la mêlée sur Sud Radio. À tout de suite, merci Christophe.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec notre grand témoin ce soir, Christian Califano, Yoann Huget, Philippe Spanghero bien sûr. C'est l'équipe du lundi soir pour revenir sur le week-end et pour accueillir les invités qui se succèdent ce soir. Et quel casting, on est heureux d'accueillir Patrice Colazo, entraîneur de Montpellier. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Montpellier maintenu hier dans ce Access Match à Grenoble 20-18 après un scénario plein de suspense et sur le fil. Mais si on en croit nos confrères de Midi Libre, Patrice, toi et deux de tes adjoints, vous n'êtes pas maintenu au poste pour la saison prochaine. Toi, Jean Béguet. Oui, on commence par quoi? Par le match, par l'actualité la plus fraîche. Est-ce que l'information tu peux la confirmer? Tu ne seras plus l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine? Oui, comme ça me l'a été signifié cet après-midi. Il reste des détails à arriver, mais c'est pas là, j'ai envie de dire. Le plus important, comme je l'ai dit après le match, c'est qu'on était venu pour une mission et que la mission a été remplie. On savait très bien que c'était sur du très 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 court terme, que ça allait être compliqué avant d'arriver, de se projeter sur du long terme. Donc le plus important, c'était de maintenir le club et l'institution en top 14 dans une saison très compliquée, fait de haut, de bas. Où on a réussi par moments à reprendre le fil, où on l'a reperdu, mais j'ai envie de dire que le dénouement était est aujourd'hui le plus important. Après, ce qui en découle, c'est plusieurs paramètres où il faut qu'il y ait une volonté commune aussi des deux côtés. Il faut qu'il y ait plein de choses qui s'accordent. Voilà. Mais le paramètre le plus important, c'était que le club soit maintenu, et c'est pour ça que j'ai accepté la mission Montpellier, que j'étais venu avec ce staff. Christian Califano est là, notre grand témoin ce soir. Peut-être un petit mot pour Patrice. Déjà, je suis content de l'avoir au téléphone. Pat, moi, tu sais, toute l'affection et l'amour que je te porte par rapport à ce qu'on a vécu ensemble, notamment dans nos dernières années de joueurs. Non, moi, je tiens à te féliciter parce que, comme tu le disais, parfaitement, voilà, tu étais venu pour une mission. La mission, elle a été validée. Aujourd'hui, Montpellier sera encore en top 14. Mais en tout cas, c'est pas évident. Et quand je vois un peu, je pense aussi cette prise de conscience, surtout cette prise de dire, tiens, justement, quand on parle de Patrice et de tout son staff, de dire, je vais justement partir, relever ce défi de maintenir Montpellier. C'est pas évident, c'est pas évident parce que c'est quand même le challenge est énorme, et moi je te félicite pour ça, Patrice, parce que tu le sais, et franchement je crois que tu peux être fier de ce que vous avez fait. Et rappelle-toi notamment les premiers matchs que vous avez vécu quand vous avez récupéré cette équipe de Montpellier qui était plus que la sinistrose. Vous l'avez rendue belle à un certain moment, voilà, mais c'est sûr que c'est le top 14 est quand même très difficile. Mais voilà, moi je tiens à te féliciter parce que je connais tes qualités et je sais tes valeurs. Voilà, Patrice. Merci Christian. Oui, comme tu le dis, on était venu pour un truc très précis, puis moi-même, même si j'avais un contrat qui courait sur 18 mois, j'avais déjà un accord avec le club bilatéral de faire le point à la fin de cette saison, parce que l'objectif numéro 1, c'était vraiment ça, c'était le maintien du club, c'était ça le plus important. Et après, au vu de la saison, le dernier match de hier, c'est un peu le synthèse de la saison. C'est un dernier match comme ça coupé, c'est souvent le reflet de toute une saison. Et ce qui nous a échappé peut-être toute la saison dans le Money Time, hier l'équipe est allée le chercher, et je pense que ce match va compter pour le club, pour redémarrer une nouvelle histoire. Je pense que ça doit être le point de départ peut-être du nouveau Montpellier. Voilà, il faut surtout le prendre comme ça. Yoann Huget. Salut Patrice, j'avais juste une question par rapport à ce que tu as vécu là ces derniers mois. Comment toi tu te sens? On t'a senti vachement éprouvé à la fin du match, mais une saison comme ça, même si tu arrives en milieu de saison, tu dois être lessivé physiquement et psychologiquement, non, je pense. Mais on fait un métier particulier qui est un beau métier, mais voilà, il y a beaucoup d'irrationnel aussi dans ce qu'on fait. Je commence la saison à Brive, je bats Grenoble avec Brive et je me retrouve à faire un access avec Montpellier contre Grenoble. Si tu veux, si on prend mes 12 derniers mois,
c'est une expérience de fou. En tant qu'entraîneur, si tu veux, je suis passé par toutes les phases. On est arrivé en cours de saison. Je suis parti de Brive où j'étais très bien avec les joueurs. Voilà, où j'avais créé beaucoup de liens. Ça a été dur de partir de là-bas. J'arrive à Montpellier où de suite, comme l'a dit Christian, on fait un groupe très vite démobilisé, très vite dans le dur, à 8 défaites. Les 2 premiers matchs se soldent par 2 défaites. Et puis après, on fait un 9 sur 11 en termes de victoires. On fait 9 victoires sur 11, on redémarre. Et puis on repère le fil sur un match à Toulon et après on n'arrive plus à le retrouver. Mais c'est une expérience de fou et qui est hyper enrichissante, même si elle est éprouvante. Hier, elle est éprouvante parce que, comme tu dis, on a le destin d'un club entre les mains quand même. Et c'est pour ça, il s'est dit beaucoup de choses autour de Montpellier. Il s'est écrit beaucoup de choses, notamment sur les 3 dernières semaines. Ça n'a pas été évident à préparer, mais on l'a fait. On l'a fait et c'est surtout ça l'essentiel. Et t'en ressors avec une expérience qui est... on te demande de l'écrire au départ, on te prend pour un fou. C'est les 12 mois que je viens de passer et c'est hyper... c'est hyper riche sur plein de choses, sur l'aspect humain, sur l'aspect management. T'apprends sur les autres, t'apprends encore plus sur toi-même. Gérer la pression qui était inhérente à ce match, qui est un match piège. Tant qu'on n'en a pas joué un d'Axel, on peut pas savoir. J'ai longuement échangé avec des joueurs, avec des entraîneurs qui l'ont joué, Jean-Baptiste Péjoine à Brive, Yannick Bru. C'est un match, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le décrire. Et pourtant, j'ai joué des demi-finales de top 14, j'ai joué des matchs importants, même en tant que joueur, plein de choses, mais c'est une pression particulière. Et le dénouement, il est hyper important parce que on coche la case. On est venu pour un truc. Ce qui se passe après, oui, c'est important, c'est des prises de décision, mais comme je l'ai dit, il y avait des accords déjà au départ. Comme quoi on ferait un point à la fin de saison, il fallait que beaucoup de paramètres soient en phase entre le club et entre moi aussi et plein de choses. Donc, mais le plus important est fait, j'ai envie de dire. Le reste. Et Patrice, t'as jamais senti que vous étiez en train de perdre le match à un moment donné dimanche? Je vous ai vu, vous avez bien démarré, puis il y a cette phase. On dirait un peu le match est à l'image de votre saison. Vous démarrez bien, et d'un coup vous reperdez le fil. Et on se dit non, mais c'est pas possible. Ça, ils peuvent pas perdre ce match-là. Vous dominez partout, mais on sent que vous perdez ce contrôle-là, le momentum. Oui, on perd, mais c'est à l'image de notre saison. Mais tu sais, il s'est écrit beaucoup de choses, que les joueurs n'adhéraient pas au staff, que si, que là, que c'était compliqué. Mais quand on prend tous nos matchs, mis à part Toulon, tous les matchs qu'on a joués à l'extérieur et même à la maison, on était dans les clous, dans le money time pour les gagner. Après, il y a eu des faits de jeu, il y a eu plein de choses, le manque de confiance, des occasions manquées, des pénalités manquées qui nous auraient permis de gagner, mais on a toujours été au contact. Et le match qui s'est passé ce week-end, c'est la même chose. On démarre très fort. Très vite, on a des faits de jeu, des blessures sur des joueurs clés. On doit coacher très vite. Très vite, Grenoble, avec une énergie incroyable, parce que c'est vraiment une équipe particulière, qui avec une saison particulière, reprend le contrôle du match. Mais bizarrement, j'ai toujours été très calme sur le bord. Et je savais qu'on allait avoir la cartouche. Alors on a failli l'avoir sur un essai refusé d'entrée de deuxième mi-temps. Je savais qu'on allait avoir une réussite au pied avec Louis, parce que je connais les qualités de Louis et je savais qu'il allait être dans un bon jour. Et ce qu'on n'a pas fait toute l'année, ce qu'on n'a pas réussi à aller chercher, on a été le chercher sur ce match. C'est pour ça, comme j'ai dit au groupe avant le match, à la fin de ce match, ce groupe deviendra une équipe. Et il peut pas en être autrement, parce que la saison fait que les galères, tout s'enchaîne, et qu'à un moment donné, on dit stop, et les joueurs ont été chercher un truc, et notamment avec le staff sur les 3 dernières semaines, qui nous a permis on l'a construit, cette victoire. Même si elle est dans les arrêts de jeu, on a tout contre nous. Enfin, dans les 5 dernières minutes, on a beaucoup d'éléments contre nous, dans un contexte qui est hyper défavorable, où Grenoble est à la maison, et où on force le destin. Et moi, je veux retenir ça de cette expérience. C'est uniquement ça. Et je trouve que c'est hyper enrichissant quand on est un manager. Philippe Spanghero pour Patrice Collazo, entraîneur non conservé donc au MHR. Bonsoir Patrice, écoute, je crois qu'on a tout dit. Bon, moi, comme Christian, d'abord te féliciter, parce que honnêtement le pari il était risqué, parce que quand la balance risque-gain
est déséquilibré, c'est des choix difficiles. Et la vérité, il y avait beaucoup plus à perdre pour toi qu'à gagner dans cette aventure. Tu as relevé le défi et je crois que tu as raison. Tu laisses cette équipe avec des certitudes parce que ce caractère collectif pour aller chercher ce match, ça va forger des choses et des certitudes qu'il a manqué cette saison. Et moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour toi sur tes dernières aventures. Est-ce qu'il y a eu de la frustration de ta part? On sait que tu as un management qui peut être dur quand tu vas chercher ton vestiaire, mais à la fois très humain. Est-ce que tu t'es senti frustré des fois d'avoir l'impression que ton vestiaire comprenait pas où tu voulais l'amener par ton management? Parce que j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle se manage peut-être pas forcément comme la précédente. J'ai posé la question à d'autres managers qui sont sur ce thème-là, mais toi, comment tu l'as perçu sur cette année-là qui vient de passer avec 2 clubs différents et 2 vestiaires dans des contextes pas évidents? Tu sais, c'est 2 trucs totalement différents. J'ai un parcours particulier, j'ai fait 8 ans à La Rochelle avec un management fait dans l'affect avec des joueurs que personne ne connaissait, qui sont devenus internationaux, de la construction d'un club jusqu'au... Ouais, mais que t'étais allé chercher, qui t'était redevable quelque part pour beaucoup. Oui, mais à Toulon, c'était différent. À Toulon, j'ai manqué beaucoup de choses. J'ai pas su m'adapter, j'ai voulu refaire des choses que j'avais fait à La Rochelle, mais c'est pas duplicable. Donc j'ai été en échec à Toulon, mais à Brive, j'ai vécu une expérience de fou avec des mecs hors normes humainement. J'ai pas eu de problème avec les joueurs, j'ai pas eu de problème avec mon staff. J'ai des problèmes plutôt de relationnel avec les dirigeants, parce que mais je vais pas revenir là-dessus, mais j'avais un vestiaire qui était à fond derrière moi et voilà. Et là je suis arrivé à Montpellier, donc on arrive, on découvre. Mais tu sais Philippe, après on te colle des étiquettes. Moi je sais comment on a travaillé toute la saison. Je sais que quand tu es compétitif pendant 60-70 minutes pendant un match, ça veut dire que quelque part tu fais des choses la semaine et que t'as pas de problème de management. Il s'est écrit beaucoup de choses, comme je t'ai dit, parce que le casting à Montpellier, comme je l'ai dit dans la semaine, le casting il est bon à faire. T'as des personnalités, t'as des têtes d'affiche, t'as des forts caractères. Donc de suite, mais entre ce qui a été écrit au quotidien et la réalité, on n'aurait pas été chercher ce qu'on a été chercher sur les 5 dernières minutes, qu'il y avait une fracture entre les joueurs et le staff, comme à un moment donné, ça a pu le dire. Tu restes pas au contact des matchs. Les joueurs aujourd'hui, quand il y a un problème avec un entraîneur, ils ne peuvent pas avancer sur un terrain. Ils n'y arrivent pas. Et nous, ça n'a pas été notre cas. On a manqué de réussite, on a manqué de maîtrise et de contrôle dans notre money time. On a été toujours en mesure de gagner. Tu prends Castres, tu prends à Pau, tu prends contre le Stade Toulousain, même si on fait le premier temps catastrophique. Voilà, donc on est toujours resté dans le truc. Aujourd'hui, on te colle une étiquette. Mais moi, ce que je sais, c'est que je manage totalement différemment depuis que j'ai commencé à La Rochelle par rapport à aujourd'hui, mon passage à Toulon et Brive. Et l'expérience que j'ai vécue sur 12 mois, franchement, elle est hors norme. C'est x10, quoi. T'as pris 10 ans, en fait, t'as emmagasiné 10 ans en 12 mois. Et aujourd'hui, moi, je me suis régalé à Montpellier, je vais te dire franchement, même dans un contexte, parce que j'ai fait abstraction de tout, je me suis concentré sur l'essentiel. Parce que quand t'es en mission, tu te concentres sur l'essentiel. Quand j'ai signé à Montpellier, Bernard ou le président Altrad m'a dit, tu viens pour un projet club, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, on est venu pour un truc hyper précis. Donc, tout ce qui se passe autour, tu le calcules pas en fait. Et si tu veux, c'est ce qui nous a permis, je pense aussi, d'être resté cohérent, même si on n'a pas eu des résultats, sur le fait d'être toujours compétitif. Voilà. Après, Montpellier n'est pas à sa place parce que Montpellier a mal démarré une saison. Montpellier a eu beaucoup de blessés, Montpellier a eu des suspendus. C'est multifactoriel, quoi. Il faudra analyser plus tard. Une fois que t'as fait ce qu'il y avait à faire, il y a un bilan à faire, il y a un constat, et qu'est-ce que tu mets en œuvre. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'a montré Montpellier, c'est un jeune club, hein, il n'a que 40 ans. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un club qui est très jeune, donc c'est un club qui doit encore trouver des process après avoir gagné un titre, après se remettre en question, plein de choses. Et j'espère que ce match-là, gagner dans ces conditions, va permettre au club d'avoir de la stabilité et de la sérénité.
On l'espère en tout cas. On te remercie Patrice d'avoir été avec nous. Patrice Collazo, entraîneur et bonnes vacances bien de méritées. Montpellier. Ouais, bon repos. Et voilà, Je viendrai vous voir. J'ai ce temps, je viendrai vous voir. Avec grand plaisir. On est un petit peu en retard. On te remercie et on se dit à très vite. Et bien sûr, les clés d'une vie sur Sud Radio à suivre. Merci à Christian Cali d'être venu avec nous dans le studio. Yoann Huget, bien sûr, Philippe Spanghero et toute l'équipe Sud Radio. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve Embrasse Patrice aussi. dès vendredi pour les demi. À bientôt. Les clés d'une vie, Jacques Pessy.